En septembre 2023, un exercice de dénombrement des personnes en situation d'itinérance révélait qu'il y avait désormais plus de 10 000 personnes au Québec en situation d'itinérance visible. C'est une augmentation de 44 % par rapport à 2018. C'est une situation d'autant plus alarmante que 20 % des personnes en situation d'itinérance sont des jeunes en bas de 25 ans. Comment on en est arrivé à cette situation catastrophique? Qu'est-ce qu'on peut faire pour tenter de renverser la tendance, pour que de moins en moins de personnes se retrouvent à la rue? Voici quelques-unes des questions qu'on aborde dans cette série balado. Mon nom est Anne-Josée Cameron, je suis journaliste et j'ai commencé ce projet en mars 2024 à la demande du réseau Solidarité Itinérance du Québec. Depuis, il n'y a pas une journée sans que je me demande à quoi va ressembler le monde de demain si on ne fait rien aujourd'hui. Dans cette série en 4 épisodes, on tente de mieux comprendre la question de l'itinérance. Pour ce faire, on a rencontré des intervenants de tous les horizons et de tous les coins du Québec. Bienvenue à Renverser la tendance, épisode 2, la prévention. Un balado du réseau Solidarité Itinérance du Québec, réalisé par Denis Martel. Elle, Mme Moncey, elle disait, c'est pas les itinérants le problème, c'est ce qu'on n'a pas fait avant. Bien, Bibi-Bois répond, elle, puis c'est ce que vous faites pas plus maintenant. Fait que peut-être de se réveiller à un moment donné, hein? Cette phrase de Sonia Plante, alias Baby Boo, qui a vécu, vous le savez, quelques années dans la rue, nous renvoie au thème de cet épisode, la prévention. Ce qu'on fait ou pas avant que tout s'écroule. Lorsqu'on examine l'itinérance au Québec, il est vraiment difficile d'en saisir l'ampleur parce que l'itinérance a plusieurs visages. Il y a l'itinérance visible et l'itinérance cachée. L'itinérance cachée, ce sont tous ces gens qui n'ont plus de maison, mais qui vivent d'un lieu à l'autre, chez des amis ou dans leur voiture. Il y a l'itinérance vécue par les jeunes, par les Autochtones, par les personnes âgées, par les femmes, et j'en passe. Plusieurs populations vivent avec cette réalité. Et on ne peut pas s'empêcher de réfléchir aux différentes raisons qui font en sorte que ce monde-là se retrouve à la rue. C'est ce qui fait que l'itinérance est complexe. Comment faire de la prévention quand les réalités semblent aussi différentes? Oui, la pandémie et la pénurie de logements sont identifiées comme les principales raisons d'itinérance ces années-ci. Mais à ces raisons-là s'ajoutent des enjeux d'accès aux soins de santé, l'inaction face à l'augmentation de la pauvreté, le peu d'options pour les femmes victimes de violences, toute la gestion des sorties de centres jeunesse, et etc. Pire encore, au Québec, le phénomène est en croissance. En réalité, l'itinérance est souvent le résultat d'un enchaînement de ruptures, perte d'un emploi, d'un logement, d'un proche, fragilisation de la santé mentale, séparation. Autant d'épreuves qui, sans soutien, peuvent mener à la rue. Mais c'est là que la prévention joue un rôle clé. En agissant en amont sur ces moments de bascule, on peut atténuer leur effet et parfois, on peut même changer le cours des choses. Quand on parle de prévention, on pense souvent à des actions concrètes, des programmes, des subventions, des services sociaux. Mais sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire prévenir? Pour tenter de comprendre, je me suis rendue au Centre de jour dans la rue, un organisme qui vient en aide aux jeunes sans-abri ou en situation précaire. J'y ai rencontré la directrice de l'organisme, Cécile Arbeau. Bonjour. Bonjour. Je suis Cécile. Bonjour, Anne-Josée. Bonjour. Madame Arbeau, dites-nous, on parle de prévention, mais justement, par où on commence quand on parle de prévention? Ah, c'est très compliqué. On peut commencer par pourquoi on veut faire de la prévention. Donc, au Québec, chaque nuit donnée, il y a à peu près 2000 jeunes qui sont en situation d'itinérance. Donc, c'est plusieurs milliers qui sont en situation d'itinérance au cours d'une année. Plus on est en situation d'itinérance, plus notre situation se dégrade, en fait, en termes de santé mentale, en termes de santé tout court, en termes d'insertion socio-professionnelle, insertion dans la société, rupture, etc. Donc, c'est pour ça qu'on veut agir le plus en amont possible. Ceci étant dit, la prévention, ça part tout un continuum. Et donc,
on peut penser à ce qu'on fait depuis très longtemps, ce qu'on fait à Dans la rue, ce qui est fait dans d'autres organismes, c'est-à-dire d'héberger ou de loger des jeunes et de les accompagner pour qu'ils puissent mener une vie plus autonome et plus enrichissante. Donc ça veut dire il y a des programmes d'école, d'éducation, des programmes d'emploi, l'accès à des soins de santé mentale, l'accès à du logement avec différents niveaux de logement pour éventuellement arriver en logement permanent, et puis la connexion aussi avec des groupes à l'extérieur, avec d'autres services, avec sa communauté locale. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler la prévention en aval, la prévention de l'ancrage, la prévention de la répétition, de la chronicité, en fait, de l'itinérance. Si on remonte un petit peu en amont, c'est quand les jeunes arrivent chez nous, on est un peu dans une situation de crise, c'est vraiment de les accueillir le mieux possible pour qu'on puisse agir assez rapidement avec eux et éventuellement favoriser le contournement de l'itinérance, faire en sorte qu'ils ne soient pas obligés de demander des services d'urgence pendant très longtemps. Et puis, l'idéal, c'est encore de remonter en amont avant que la crise se déclenche, avant que le jeune se retrouve en situation d'itinérance. 2000 jeunes en situation d'itinérance chaque nuit, c'est beaucoup. On le sait, tout le monde peut se retrouver dans la rue. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais on remarque qu'un jeune sur 3 qui sort des centres jeunesse à 18 ans vit de l'itinérance avant l'âge de 21 ans. Au Canada, 60% des jeunes en situation d'itinérance sont passés par la protection de la jeunesse. Visiblement, il y a une bonne partie de la réponse qui réside dans le traitement accordé aux jeunes. Selon moi, les services publics devraient prendre plus de responsabilités en amont, notamment la protection de la jeunesse. Je ne dis pas qu'ils ne font pas bien leur travail, ils font un travail très compliqué. Il y a des jeunes qui sont très à risque et qui sont chez eux, mais il y a un travail à faire pour accueillir, préparer la sortie, mais accueillir aussi dans des bonnes conditions, faire en sorte que les jeunes ramassent des atouts pour sortir, qu'ils puissent bâtir une certaine résilience, qu'on ait abordé des questions de trauma. On a encore un tiers des jeunes qui sortent de la protection de la jeunesse à l'âge de 18 ans vont vivre de l'itinérance dans les 3 ans qui suivent. Un tiers! C'est énorme! Mais comment rejoindre les jeunes avant que tout dérape? Est-ce que c'est seulement possible? Pour Cécile Arbeau, le système d'éducation a un rôle à jouer dans la prévention de l'itinérance. Par exemple, les enseignants côtoient les jeunes tous les jours. Ils peuvent être témoins de situations difficiles vécues par les étudiants. Quand un étudiant est toujours fatigué, quand il raconte qu'il ne peut plus dormir chez lui, il faut le prendre au sérieux. L'exclusion est aussi souvent un indice que quelque chose cloche. Après ça, l'enjeu est de savoir comment faire les liens avec les services une fois que les problèmes ont été détectés. Visiblement, il y a encore beaucoup de jeunes qui ne savent pas. Ils ne connaissent pas les services et c'est quelque chose que réclament les jeunes d'être plus au courant. D'où le lien avec les écoles. 100% des jeunes qui se retrouvent en situation d'itinérance sont passés par une école à un moment donné. Donc, ce n'est pas tellement qu'on veut les orienter vers nos services, mais on voudrait qu'il y ait des services, je dirais peut-être intermédiaires, entre le mainstream, l'école, l'endroit où ils vont de toute façon, puis les organismes en itinérance. Où là, il va y avoir, une grande forme d'accueil, une grande forme de compréhension, mais l'idéal, ça serait vraiment qu'il y ait des choses qui se passent avant. Et selon moi, ça passe beaucoup par l'information dans les écoles. Cécile Arbeau avance que la prévention ne doit pas se faire qu'auprès des jeunes, mais également auprès des familles. Elle préconise que les jeunes puissent sortir rapidement du milieu familial lorsque la situation se dégrade. Mais pour ça, ça prend des logements adéquats et du soutien psychosocial. Mais la vraie prévention, nous dit-elle, c'est qu'il n'y ait pas d'itinérance. Il faut garder espoir que les choses puissent changer. On reste optimiste parce que c'est des jeunes et qu'ils ont l'avenir devant eux. Donc, et qu'on en voit beaucoup qui rebondissent et qui ont envie de faire des choses. Beaucoup ont des projets, ils ont des envies, ils ont des rêves. Donc, on reste optimiste avec ça. Francis Lacharité voit aussi dans l'école un lieu important à ce qui a trait à la prévention de l'itinérance. Francis Lacharité, c'est le directeur général de l'organisme La Piole à Drummondville, un organisme qui existe depuis 40 ans et dont la mission première est le travail de rue. Pour lui, la prévention doit commencer le plus tôt possible. Ah, bonjour! Bonjour Anne-Josée! Bonjour Francis, ça va bien? Ici, c'est Denis.
Ça peut commencer très jeune. Il y a des sphères qui nous dépassent largement. Là. Je pense que si on agit très tôt en prévention, en valorisation du parcours scolaire, en prévention du décrochage, on peut peut-être éviter certains parcours aussi. Là. C'est pas un chemin unique, hein, l'itinérance. Il y a plusieurs chemins qui y mènent, mais la multiplication des fractures puis des ruptures sociales amène souvent à des situations d'exclusion puis d'itinérance. Là. Il y a personne qui, du jour au lendemain, se lève et se ramasse en situation comme ça. C'est souvent un processus long puis une succession de ruptures. Les ruptures familiales puis le décrochage scolaire en sont souvent deux très importantes. Qu'est-ce qui devrait guider la prévention? Ben, ça devrait être une priorité, en fait, parce qu'on aura beau travailler à sortir les gens actuellement en situation d'itinérance. Ce qu'on souhaite, c'est que des gens arrêtent de tomber en itinérance. C'est un enjeu majeur. Agir en prévention, c'est souvent difficile à vendre parce que les impacts sont difficiles à démontrer parce qu'on peut pas prouver ce qui est pas arrivé. Donc, ça amène souvent un frein. Comme société, je pense que c'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement. Agir en prévention, c'est souvent quelque chose de coûteux, de pas rentable. Donc, on va hésiter à le faire et je pense malheureusement qu'on passe à côté. Comme société, on aurait tout intérêt à travailler doublement pour mettre en place des facteurs de protection, mettre en place des outils, des moyens pour renforcer nos capacités à répondre à ces situations-là, puis à aider les personnes fragiles à se solidifier puis à ne pas tomber dans ces situations d'exclusion-là. Quelles sont les stratégies de prévention les plus efficaces pour éviter l'itinérance? Ben, je pense déjà si on arrive à assouplir l'accès aux services, assouplir l'accès aux programmes, assouplir notre système d'éducation. Parce qu'on parle de rupture, je parlais de rupture sociale tantôt, de rupture successive. Il y aura toujours des individus qui vont avoir plus de difficultés à cadrer dans des cases, à cadrer dans des formulaires, à cadrer dans des programmes. Et je pense qu'il faut aussi collectivement, puis comme société, accepter cette réalité-là et dire oui, on va travailler à inclure les personnes qui ne cadrent pas dans la norme sociale ou dans la norme académique. Il y a vraiment un effort, à mon avis, qui peut être fait à ce niveau-là. Parce que ces citoyens-là, ils sont là, ils ont le droit d'être là. Tout au long de ce projet, je vais rencontrer des êtres engagés, souvent fatigués, qui vivent parfois un sentiment d'impuissance. Surtout du côté du communautaire où la tâche est lourde et souvent mal payée. Pourtant, l'espoir demeure contre toute attente. Moi, je définis souvent les travailleurs de rue comme des gens qui ont un mandat d'attiser l'espoir. Je pense que c'est un peu ça aussi notre travail. C'est de tous les jours se lever en disant que le travail qu'on fait, il y a une pertinence, puis que ça peut faire une différence en bout de ligne pour quelqu'un au bout d'une journée, au bout d'un certain temps. Mais faut croire à l'impact positif que ça peut avoir. Puis on ferait pas ce travail-là, je pense, à long terme si on pensait pas que ça a un impact. Mais dans le contexte de crise actuelle qu'on vit, il faut se rappeler les petits gestes peuvent amener une grande différence dans la vie des gens. Josiane Mondoux travaille à Québec. Sa voix vous est sans doute familière. Elle était du premier épisode consacré aux droits des personnes en situation d'itinérance. C'est parce qu'elle a œuvré pendant 7 ans à l'organisme Droit de cité. Maintenant, elle est agente de mobilisation pour l'organisme Clé en main, un organisme d'accès et d'accompagnement au logement. Elle travaille directement en prévention, en donnant accès au logement et en prévenant la perte de logement. Pour elle, la prévention est liée à l'équité, à la pauvreté. Si socialement, on se donnait la possibilité d'avoir une équité par rapport à tous les citoyens et citoyennes là, de notre société, d'avoir un revenu décent qui permet de subvenir à ses besoins de base, d'avoir l'accès au logement, justement. Puis, on le sait, là, on est en pénurie de logements présentement, de logements abordables, en fait. Concrètement, il y en a des logements qui sont vides, tout ça, mais ils sont inaccessibles à peu près la majorité là, d'entre nous actuellement, tellement qu'on a laissé aller le marché privé. Là, du logement, on a traité le logement comme une marchandise. Comme on le fait aussi au niveau de l'alimentation, d'offrir une sécurité alimentaire à tous. Je pense que c'est des moyens déjà de prévenir, dès le début de la vie, finalement, de prévenir
la pauvreté, l'itinérance, la marginalisation. Tu sais, je pense qu'il y a la prévention de la désaffiliation sociale aussi, qu'on parle pas tant que ça. Comment on prévient la désaffiliation, ça aussi? C'est pas évident. Quand on marginalise les personnes en situation de pauvreté, quand on les traite comme les uniques responsables de leur sort, qu'on réalise pas que tant et aussi longtemps qu'on va maintenir une société inéquitable, finalement, ben, tu sais, on tasse des gens, on leur fait sentir qu'ils n'ont pas la même place que tout le monde. Fait que, tu sais, je pense que la désaffiliation, tu sais, ça passe par là aussi, tu sais, de leur donner l'impression qu'ils ne vaut pas vraiment la peine, tu sais, que s'ils travaillaient plus fort, que s'ils voulaient vraiment, tu sais, que s'ils se bottaient un peu, tu sais, ils seraient capables. Alors que réalistement, ben, tu sais, c'est pas vrai qu'on commence tout égal dans la vie. C'est pas vrai qu'on a tous les mêmes déterminants sociaux. Tu sais, il y a beaucoup d'enjeux qui relèvent de la responsabilité collective, en fait. Un enjeu de responsabilité collective. Qui est responsable? C'est l'un des thèmes que nous allons aborder dans cette série. Mais pour l'instant, penchons-nous sur la réflexion de Josiane Mondoux. Actuellement, on a parlé beaucoup là, du programme d'aide sociale. C'est très d'actualité. Mais tu sais, quand on pense qu'en 2023, le programme d'aide sociale couvrait quelqu'un qui arrive sur l'aide sociale là, de base, là, que le chèque minimum, là, ben, ça couvre même pas 46% des besoins de base. T'sais. Fait que là, après ça, comment est-ce qu'on s'attend que cette personne-là se prenne en main? Il y a un peu ça. Puis, pour arriver à l'aide sociale, ben, peu importe tu pars de où, il faut que tu n'aies vraiment plus rien. Fait que, tu sais, on s'assure vraiment que les gens sont dans une extrême pauvreté. Des propos comme ceux-là font réfléchir. Imaginons que tout va mal. Je perds mon emploi, je tombe en dépression. Au bout d'un certain temps, je commence à vivre sur mes économies et je n'ai droit à aucune aide avant d'avoir tout perdu. Ensuite, même avec l'aide sociale, j'y arrive pas. Dans quel état je serais? Comment serait mon estime de moi? La pauvreté me semble être une pièce clé du casse-tête quand on parle de prévention. Si on veut vraiment prévenir l'itinérance, il faut agir avant même que la précarité s'installe dans la vie de quelqu'un. Nos plus grandes priorités comme société devraient probablement être d'arrêter de générer de la pauvreté et surtout de créer des conditions qui permettent aux gens de s'en sortir. Une des pistes est d'augmenter le montant accordé aux bénéficiaires du programme d'aide sociale, qui est actuellement bien en dessous de la mesure du panier de consommation. Par exemple, en 2023, l'aide sociale de base pour une personne seule au Québec représentait environ 50% de la mesure du panier de consommation, ce qui est clairement insuffisant pour couvrir les besoins essentiels. Les entretiens avec Cécile Arbault, Francis Lacharité et Josiane Mondoux nous offrent de bonnes pistes de solutions. Prévenir dès le plus jeune âge grâce au système d'éducation, permettre à celui-ci de faire le lien entre les jeunes et les ressources disponibles, ne pas voir en l'autre, celui qui est marginalisé ou en situation précaire, un citoyen de deuxième zone. Et surtout tenter d'endiguer la pauvreté, d'offrir un niveau de vie décent à tous. Une fois ça dit, comment faire pour changer les choses? Le temps presse. Il y a de plus en plus de gens au Québec en situation de précarité et c'est un phénomène qui est en croissance. Bonjour, enchantée. Bonjour, bienvenue. Enchantée. C'est votre première fois au ministère de la Santé? Oui, première fois. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Marie-André Gourde. Elle est travailleuse sociale de formation et au moment de notre rencontre, elle était coordonnatrice en itinérance pour le ministère de la Santé et des Services sociaux depuis de nombreuses années. Est-ce que le visage de l'itinérance a changé au cours des dernières années? Tout à fait. Le visage de l'itinérance a grandement évolué au cours des dernières années. D'abord, on sait très bien que le phénomène est en croissance au Québec. L'itinérance, on retrouve davantage de jeunes, de gens qui proviennent des communautés LGBTQ+. On sait qu'on a beaucoup de Premières Nations inuites, des demandeurs d'asile. Donc, on sait effectivement, on a des données à l'appui pour démontrer que le phénomène est en évolution au Québec. Et jadis, c'était une réalité qu'on retrouvait surtout dans les grands centres urbains. Mais maintenant, on constate que dans l'ensemble des régions du Québec, dans des régions également plus rurales, on retrouve actuellement des personnes en situation d'itinérance. Donc, on doit agir dans l'ensemble des régions du Québec. C'est une situation extrêmement complexe. Comment on aborde une situation comme celle-ci quand on veut prévenir? Bien, d'abord, il faut s'assurer de travailler en équipe. Il faut le faire en travaillant sur plusieurs fronts. Il
faut s'assurer qu'on a un filet social qui est fort au niveau de l'itinérance. Donc, il faut s'assurer d'agir sur les déterminants de la santé, donc la santé, les services sociaux, le revenu, le logement, l'éducation, l'emploi, le vivre ensemble. Donc, il faut agir sur plusieurs fronts si on veut faire une différence et s'assurer de bien planifier nos actions. Donc, il faut éviter de se retrouver toujours dans des situations d'urgence, mais justement bien planifier sur du moyen, du long terme pour s'assurer justement qu'on a des actions qui sont porteuses et qui sont prévisibles sur du long cours. On planifie, mais comment on coordonne tous ces éléments-là? Parce qu'il y a des gens, il y a bien sûr des gens qui viennent du milieu politique, des ministères, il y a des gens qui viennent du communautaire, il y a des gens de divers paliers gouvernementaux aussi. Comment on réussit? Ça semble être un défi important de réussir à pas coaliser, mais coordonner tout ça. Tout à fait. En fait, il faut éviter de travailler en silo si on veut s'assurer que nos actions soient les plus porteuses possibles. Donc, pour ce faire, le gouvernement du Québec se reconnaît un leadership dans la mobilisation des différents acteurs autour de la question de l'itinérance. Donc, il y a plus de 25 ministères et organismes gouvernementaux qui sont concernés par l'itinérance. On s'est doté en 2014 d'une politique nationale de lutte à l'itinérance et aussi de plans d'action interministériels en itinérance. Donc, on s'est assuré d'avoir une compréhension partagée de l'itinérance, de cibler les actions les plus prioritaires sur lesquelles il fallait agir et on a identifié les acteurs qui devaient se mobiliser ensemble pour répondre à ces différentes actions puis s'assurer de leur mise en œuvre. Pour construire ce balado, renverser la tendance, j'ai rencontré des gens de tous les horizons. Des travailleurs sociaux qui travaillent dans le communautaire, des politiciens, des médecins, des sociologues, des avocats, des gens qui ont vécu en situation d'itinérance. Tous semblent vouloir changer les choses. Ils n'ont pas tous la même vision de la prévention ou des moyens pour y arriver, mais ils sont engagés. Cécile Arbault souligne l'importance d'agir en amont pour prévenir l'itinérance, en offrant des services d'accompagnement comme l'hébergement, l'éducation et l'emploi. Elle insiste également sur le rôle clé de la collaboration entre les services scolaires et le secteur communautaire. Francis Lacharité met de l'avant l'importance de la prévention précoce en valorisant le parcours scolaire, en évitant le décrochage, et la flexibilité des services pour inclure ceux qui ne cadrent pas dans les normes. Josiane Mondoux souligne l'importance d'une société équitable, avec un revenu décent, l'accès au logement et à la sécurité alimentaire, et que ceci est une responsabilité collective. Enfin, Marie-André Gourde appelle à une approche qui implique tous les secteurs, gouvernementaux, institutionnels et communautaires. Elle reconnaît l'importance d'agir sur plusieurs fronts. La prévention de l'itinérance au Québec est un défi complexe. Après avoir discuté avec de nombreux intervenants, il me semble assez clair que pour prévenir l'itinérance, on doit agir sur plusieurs fronts. Pour faire de la lutte à la pauvreté une priorité, il faudrait augmenter l'offre de logements abordables, renforcer les services de soutien pour les jeunes et les personnes vulnérables, promouvoir une approche qui inclut la santé et l'éducation. Chaque geste compte. Et ensemble, on peut créer une société plus juste, plus inclusive, où chacun a la chance de trouver sa place. Les mots de Francis Lacharité m'habitent. Attiser l'espoir. Je veux croire qu'il y a des solutions. Je vous propose de poursuivre la réflexion dans le 3e épisode de Renverser la tendance. Nous y aborderons la question de la responsabilité. Qui est responsable de la situation des personnes en situation d'itinérance? Et comment pouvons-nous, en tant que société, améliorer leurs conditions? Vous écoutiez le 2e épisode de Renverser la tendance, une série balado du réseau Itinérance Solidarité du Québec. Prenez soin de vous et à très bientôt. À la recherche, la scénarisation et l'animation, Anne-Josée Cameron. Au montage et au mixage sonore, Studio Expression. Une production et une réalisation de Denis Martel.